Il était un archer légendaire, fait prisonnier par l'ennemi, mais qui finit par épouser leur chef et former un harem. L'histoire commence avec Tigre, un excellent archer du royaume de Brune, en guerre contre le royaume blanc. La nuit précédant la bataille, le camp brunois est en effervescence, persuadé d'une victoire facile, supérieure en nombre à raison de 5 pour 1. La réalité sera pourtant bien différente. Les forces ennemies, commandées par une guerrière nommée Hélène, déploient une tactique militaire de génie et les attaquent de nuit par surprise. S'ensuit un massacre. Hélène se montre impitoyable, terrassant quiconque se dresse sur son chemin, allant jusqu'à vaincre le prince de Brune, brisant le moral des troupes brunoises qui prennent la fuite. Tigre reste sur le champ de bataille au lever du soleil. Il cherche des survivants à secourir, mais partout. Il ne voit que des corps de soldats de son armée, entassés les uns sur les autres. S'éloignant de cette scène horrible, il aperçoit soudain un cavalier qui fond sur lui, l'épée à la main, mais il s'en débarrasse assez facilement en le touchant d'une balle dans la tête, le désarçonnant et le tuant instantanément. Malheureusement, le cheval s'enfuit, alors que Tigre voulait l'utiliser pour quitter le champ de bataille. En marchant, il remarque un petit groupe de soldats, traversant le champ de bataille aux côtés de la guerrière aux cheveux d'argent, Hélène. Il décide que, pour éviter de nouvelles pertes, il doit mettre fin à la bataille immédiatement en éliminant le commandant ennemi, ce qui devrait interrompre la guerre pendant longtemps. Il compte ses flèches et constate qu'il n'en a plus que 4. Il commence par tirer sur 2 chevaux qui protègent Hélène, se créant ainsi un passage. Hélène le remarque de loin et charge vers lui, son épée dégainée. Et au galop vers lui à toute vitesse. Il lui décoche rapidement une flèche à la tête, mais elle fend celle-ci en 2 d'un coup d'épée. Sa précision le surprend, il lui décoche une autre flèche, mais le résultat est le même, elle coupe la flèche en 2 avant de se précipiter près de lui. Il comprend qu'il est inutile de fuir, elle l'atteint, pose son épée sur son cou et le fait prisonnier de guerre. Il se réveille le lendemain dans une cellule assez confortable, plus agréable qu'un appartement new-yorkais moyen coûtant un salaire mensuel entier. Une femme soldat le réveille, une épée à la bouche. C'est inhabituel, pour ne pas dire effrayant. Ça me rappelle mon ex-petite amie sociopathe. Elle l'emmène auprès d'Hélène, assise derrière une table, et lui explique qu'elle l'a fait prisonnier de guerre car il est seigneur d'une petite région nommée Alsace. Elle lui dit qu'elle le laissera partir si sa région lui verse une forte rançon, mais il refuse, expliquant que sa région n'est pas riche et ne pourrait jamais payer une amende aussi élevée. La jeune femme, cependant, semble très détendue et ne paraît pas du tout cruelle, car elle lui dit qu'elle l'apprécie pour sa volonté de mettre fin au combat avec un minimum de pertes en la tuant. Il savait que même s'il tuait Hélène, il n'aurait pas assez de flèches pour tuer le reste de ses gardes, mais il l'a quand même fait, car il a privilégié la fin de la guerre à sa propre vie, ce qui est très noble. Elle lui dit cependant que beaucoup de gens à la cour répandent des rumeurs à leur sujet et ne pensent pas qu'il soit aussi habile archer qu'on le dit, alors elle l'emmène au terrain de tir à l'arc, tandis que des soldats lui tendent un arc. Il essaye de tirer sur les cibles, mais la flèche s'envole dans une direction aléatoire. Il réalise que l'arc a été trafiqué et est tordu, mais il ne le dit à personne et tire une autre flèche, qui, de nouveau, part de travers. Les hommes autour de lui rient aux éclats, se moquant de lui et de ses compétences à l'arc, mais soudain il aperçoit une silhouette capuchonnée courant sur le toit d'un bâtiment qui soudainement produit une arbalète et tente de tirer sur Hélène. Tiger essaie de la prévenir, mais il est trop tard, l'homme lui tire dessus avec un carreau d'arbalète. Étonnamment cependant, un champ de force se déploie autour d'elle et la protège du projectile. Cela effraie immédiatement l'homme qui prend la fuite tandis que les gardes le poursuivent. Tiger réalise qu'il pourrait s'échapper grâce à son avance, il évalue la distance, vise son arc vers le ciel, corrige sa trajectoire, et finit par atteindre l'assaillant précisément au pied. L'intrus est appréhendé. Cette démonstration d'habileté surprenante à l'arc, surtout avec un arc défectueux, lui vaut le respect de tous les présents, y compris Hélène elle-même, qui le félicite pour son tir. C'est pourquoi elle lui propose un poste alléchant dans son armée et lui promet de le traiter comme un membre du royaume, mais Tiger refuse son offre car il doit protéger sa région, l'Alsace. Le lendemain, il est escorté par un homme chauve, l'un de ceux qui avaient s'incliner pour l'humilier, mais maintenant il est un de ses plus grands admirateurs à cause de ses compétences. Il s'est même rasé la tête pour se réprimander d'avoir tenté de se moquer de Tiger. Il l'emmène à la salle à manger, où ils prennent un repas très appétissant, pendant que Tiger lui raconte qu'à la maison, il a une domestique qui adore cuisiner. Plus tard, il va à l'entraînement de tir à l'arc, où un groupe d'hommes essaie de le faire devenir leur professeur pour progresser. Après l'entraînement, il se rend au sanitaire de la caserne, où il voit de vrais soldats ayant participé à la guerre, et ils ne sont pas très contents qu'un ennemi ayant tué leur frère reçoive autant de respect dans leur royaume. Il décide de quitter les sanitaires car il ne veut pas avoir de problème, et va se baigner ailleurs, où il voit un petit dragonnet,
qui est censé être un animal de compagnie. Il prend un bain, et retourne à son lit, essayant de dormir, lorsqu'il est réveillé par Baldi, qui lui dit qu'ils ont capturé un homme âgé avec un accent brun. Il descend rapidement et trouve une silhouette capuchonnée assise par terre, entourée de gardes. Il s'approche et reconnaît Burt, son ancien serviteur, qui travaillait pour son père avant sa mort. Une émouvante réunion s'ensuit. Il pleure et lui explique que leur région d'Alsace est attaquée par un seigneur ennemi, et qu'ils ont besoin de lui au plus vite pour la défense. Il se relève immédiatement et se dirige vers la porte principale pour partir, mais Hélène, épée à la main, lui barre le passage. Elle lui demande où il va à cette heure tardive, et il lui ordonne de dégager. Une confrontation s'engage. Tiger lui intime de s'écarter, la menaçant de désobéir à ses ordres, même si elle a été une excellente gardienne pour lui. Elle reste campée sur ses positions et lui fait remarquer l'imprudence et le danger de son projet. Son ennemi dispose de 3000 hommes, tandis qu'il n'a même pas une centaine de soldats. Comment compte-t-il gagner? Tigre lui répond que cela n'a pas d'importance pour le moment, car il doit aller défendre sa région quoi qu'il arrive, son peuple étant en danger. Hélène sort simplement son épée, la pointe sur lui, affirmant que son départ équivaudrait à une condamnation à mort dès qu'il serait repris par elle. Tigre est très surpris par cette déclaration, car elle pourrait facilement le capturer, voire le tuer à tout moment, mais elle l'a gardé en vie jusqu'à présent. Il décide de se calmer et de jouer la stratégie. Il s'incline devant elle et lui demande de lui prêter ses troupes afin qu'il puisse retourner dans sa région et défendre son peuple contre ses attaquants. Tout le monde est choqué par cette requête, car il est censé être un prisonnier et il demande des troupes à ceux qui le retiennent. Hélène éclate de rire avant de le regarder et de lui dire qu'elle le trouve extrêmement amusant, et accepte de lui prêter ses troupes, et même de l'accompagner au combat, s'il accepte de placer sa région sous son royaume et de lui jurer allégeance. Sans hésiter, Tigre répond que si elle accepte de les gouverner avec justice et bonté, il lui prêtera allégeance. Elle lui sourit et appelle immédiatement ses troupes, rassemblant 1000 hommes, qu'elle prépare à la guerre. Ils partent sans relâche vers l'Alsace, déjà attaquée par l'ennemi. La servante de Tigre, Tida, après consultation avec plusieurs soldats expérimentés, décide de faire mettre tous les hommes à l'abri dans les forêts, tandis que les femmes et les enfants sont conduits au temple, la probabilité d'une attaque contre ce lieu sacré étant faible, une telle action risquant de soulever la population contre l'ennemi. Le commandant ennemi, Zion, semble furieux de cette situation, ses soldats pénétrant facilement la région et commençant à piller. Il s'attendait à un bain de sang, et l'absence de résistance le lasse. Cela le met hors de lui, et il décide de détruire la maison de Tigre, animé semble-t-il par une vengeance personnelle. Il entre dans sa maison et commence à tout saccager, lorsqu'il aperçoit une jeune femme de chambre sur l'escalier, tenant un arc noir. Il se lance immédiatement à sa poursuite, brandissant sauvagement son épée, la manquant de peu, avant de la poursuivre sur le balcon, la maintenant au sol. Il allait la blesser lorsque soudain Tiger arrive avec Alain, et décoche une flèche dans sa main, le repoussant. Il hurle de douleur, regardant sa main ensanglantée, tandis que Tiger dit à Tida, la femme de chambre, de sauter du balcon. Avant qu'il ne puisse l'atteindre cependant, un garde utilise sa hallebarde pour faire trébucher son cheval, le faisant tomber, mais il réussit malgré tout à la rattraper en plein saut. Alain utilise alors sa magie du vent pour amortir sa chute sur le béton, le déposant doucement au sol, ainsi que son cheval. Elle lui explique qu'elle contrôle le vent à volonté, grâce à son épée légendaire, qui n'est confiée qu'aux guerrières de la région. Il la remercie, lorsqu'il aperçoit soudain une flèche se diriger vers Tida, mais il est attraper la flèche avant qu'elle ne la touche, et la place sur son arc pour tirer à son tour sur l'assaillant, le neutralisant instantanément. Il examine son bras, légèrement blessé, mais Tida utilise les lambeaux de sa jupe pour lui confectionner un bandage. Pendant ce temps, Alain ordonne à ses troupes de se préparer à l'assaut final. Avant que Tiger ne parte, il remarque une fissure dans son arc, le rendant inutilisable. Tida lui donne immédiatement son arc familial noir. Il le tient, se souvenant des paroles de son père qui lui conseillait de ne l'utiliser qu'en cas d'extrême danger. Il estime que le moment est venu de le manier pleinement. Les forces ennemies quittent la ville précipitamment. Environ 300 d'entre elles sont encerclées en ville, mais le reste s'échappe avec Zion, leur commandant. Tiger et les autres se réunissent autour d'une table pour examiner leur plan de bataille, tandis que Tida reçoit la tâche de rassembler le plus de cordes possible avec l'aide des villageois, celles-ci devant servir à leur plan de bataille. D'un autre côté, Zion est furieux du déroulement de la bataille, voyant des soldats blessés regagner la ville. Il a bandé sa main, mais la douleur le fait trembler à chaque contact. Il décide d'attendre Tiger et ses troupes sur le champ de bataille pour leur tendre une embuscade. Conservant un net avantage numérique, il divise ses forces en 3 groupes. Un pour encercler l'armée principale de Tiger, un pour la soutenir,
et une force principale pour affronter l'ennemi de front. Tiger, conscient de sa infériorité numérique, 3 contre 1, élabore un plan similaire en divisant son armée en 3 factions également. Il prend le commandement de l'armée principale face aux forces principales de Zion, et Hélène, enfin, dégaine son épée avant de lancer ses troupes à l'assaut. Les deux armées s'affrontent, tandis que les archers ennemis pleuvent des flèches du haut, ce qui aurait causé d'énormes pertes à l'armée de Tiger. Mais heureusement, Hélène était là pour les protéger avec sa magie du vent, déviant toutes les flèches et protégeant tout le monde. Tiger comprend qu'il doit s'occuper des archers pour laisser Hélène souffler, il les repère donc et décoche 3 flèches d'un coup, en éliminant 3 d'entre eux instantanément. Hélène est impressionnée par sa manière de neutraliser ses ennemis et envisage probablement de devenir son adversaire un jour, mais pour l'instant, elle s'avance pour combattre les lanciers, les fauchant comme s'ils n'étaient rien et menant la charge plus profondément en territoire ennemi. Tiger lui apporte un soutien constant tandis que Bear, son fidèle serviteur, lui tend de nouvelles flèches dès qu'il en manque. Il perce les rangs ennemis avec aisance, et finalement les 2 cavaliers s'affrontent au centre, créant un chaos général, tandis qu'Hélène continue de les éliminer à gauche et à droite. Soudain, ils entendent un rugissement immense, qui interrompt le déroulement de la bataille, alors que Tiger et Hélène réalisent que quelque chose ne tourne pas rond, tandis que les soldats ennemis se dispersent dans les 2 directions pour laisser passer un dragon terrestre géant, recouvert de plaques de fer. Tout le monde est choqué et effrayé par le dragon, mais ils avancent malgré tout pour la gloire de vaincre ce monstre, et finissent par périr de manière terrible. Le dragon les traverse avec aisance, écrasant quiconque se trouve sur son passage, décimant des cohortes d'hommes sans difficulté. Tiger tente de viser l'œil du dragon, mais son arme est incapable de percer son armure. Zion rit tandis qu'il déploie ses troupes sur les 2 flancs pour encercler l'armée de Tiger. Heureusement, Tiger s'attendait à une telle manœuvre de la part de Zion, disposant d'une armée plus nombreuse. Il a donc laissé la moitié de ses forces pour briser l'encerclement. Elle s'engage dans la bataille, perce les lignes ennemies et libère l'armée principale. Ensuite, Hélène décide d'affronter le dragon et ordonne à tous de reculer pendant qu'elle le fait face. Elle active son pouvoir magique par un sort, et crée une gigantesque boule de vent, contenant une vague incessante de vent froid et tempétueux. Le dragon se dirige vers elle, mais elle concentre la boule dans une zone plus petite, et la lance sur le dragon, le projetant en l'air avant de le désintégrer complètement. Son armée pousse un soupir de soulagement, pouvant enfin avancer, tandis que Zion se ronge les ongles, planifiant sa prochaine action et pleurant la perte de son dragon. Tiger utilise une ruse, rappelant la moitié de son armée comme s'il battait en retraite, incitant l'ennemi à les poursuivre, pensant pouvoir les capturer en fuite. Ceci s'avère cependant une grave erreur, car les alliés ont tendu une longue ligne de cordes, qu'ils tirent pour faire trébucher toutes les forces ennemies, les désarçonnant et semant le chaos. Cela les rend faciles à atteindre, et les forces de Tiger les mettent hors de combat, remportant cette petite bataille, tout en progressant vers la victoire. Finalement, Tigre décide de jouer son atout final, tout en éliminant les ennemis. Alors que Sion est déjà tendu à cause de la bataille perdue, soudain, ses soldats signalent l'arrivée de 2000 hommes supplémentaires par l'arrière, menaçant de les encercler s'ils n'agissent pas. Cela choque Sion, qui pensait que Tigre et Hélène réunis ne disposaient que d'1 millier d'hommes, et cette nouvelle situation lui semble absurde, mais le terrorise. À noter que c'est une ruse de Tigre, une fausse armée de moins de 100 hommes, mais disposant d'environ 2000 chevaux de réserve. Les soldats de Sion lui conseillent d'utiliser le second dragon, mais il refuse catégoriquement après avoir vu Hélène découper le premier aussi facilement. Fatigué de regarder des animés sur l'écran de votre téléphone ou portable? Je viens de passer au niveau supérieur en matière de visionnage d'animés, passant d'un petit écran à un écran géant de 130 pouces grâce à ce mini-projecteur incroyable. C'est littéralement comme avoir un théâtre personnel rempli d'applications intégrées comme YouTube, Crunchyroll, Netflix, le rêve de tout amateur d'anime. Alors qu'attendez-vous? Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus et utilisez le code ANIME pour obtenir 20% de réduction sur votre première commande. Retour à la vidéo. Combiné à la bataille acharnée et à la mauvaise visibilité, Zion finit par croire à la feinte et est très effrayé, décidant qu'il faut rappeler les troupes pour assurer sa protection et battre en retraite au plus vite. Ses soldats lui disent de rester et de combattre car la victoire est encore possible, mais Zion est terrifié et veut s'échapper immédiatement. Les forces de Tiger poursuivent l'ennemi et se retrouvent finalement face à face avec Zion et ses troupes principales. Il traite Tiger de traître pour s'être allié à Hélène, une ennemie contre laquelle il a combattu récemment, mais Tiger ne réagit pas et dit à Zion qu'il paiera pour ce qu'il a fait à sa région. Zion décide de jouer un jeu et lui propose un duel. Il est désavantagé car il ne sait utiliser que l'arc et les flèches, armes très inefficaces dans ce genre de combat.
Hélène lui conseille de ne pas accepter, car ils peuvent facilement anéantir toutes ses troupes, mais Tiger, homme alpha égocentrique et peu réfléchi, avance à cheval, son arc à la main. Zion monte à cheval, armé d'une lance et d'un bouclier. Il provoque Tiger, lui disant que son arc est inutile contre lui, tandis que Tiger lui tire dessus. Zion bloque facilement la flèche avec son bouclier. Cela n'arrête pas Tiger, qui vise le même endroit du bouclier à plusieurs reprises, jusqu'à ce que finalement Zion charge et que Tiger décoche une dernière flèche. Cette dernière flèche brise le bouclier et blesse Zion au bras, lui faisant pousser un cri de douleur, tandis que les troupes de Tiger exultent. Les troupes de Zion se ruent immédiatement pour protéger leur commandant, alors qu'Hélène charge avec son armée et que la bataille reprend. Au milieu du chaos cependant, le dragon s'envole, emportant Zion sur son dos. Il s'enfuit, abandonnant ses soldats à leur sort, et s'éloigne en riant du tigre. Le tigre observe avec déception Zion échapper à la punition, après tout ce qu'il a fait aux villageois, mais au dernier moment, une voix lui ordonne de viser le dragon, et il découvre que cette voix provient de son arc. Immédiatement, il obéit et vise le dragon, utilisant son arc magique, combiné à la magie d'Hélène. La flèche atteint le dragon, tuant instantanément Zion. Le dragon s'écrase alors du ciel dans un lac, mort. La mort de leur commandant brise le moral des ennemis, qui se rendent immédiatement. Le lendemain de la bataille, Tida surprend Hélène réveillant le tigre avec une épée dans la bouche, et se sent contrariée et jalouse que son maître permette à d'autres femmes de partager des moments intimes avec lui. Après avoir appris qu'il se rendra en Alsace, Tida prépare le déjeuner et s'habille pour le suivre. Lui, mais il décline poliment son invitation, car il n'aura pas le temps pour un pique-nique élaboré. Cependant, elle insiste pour l'accompagner, et ils partent. Entre-temps, Hélène est convoquée à Sicilia, la capitale de Zichtide, pour une audience auprès du roi et justifier sa participation à la bataille contre les Nardir sans l'autorisation royale. À ce propos, Lim demande à Hélène pourquoi elle a tant confiance en Tiger. Hélène lui répond que, outre le fait qu'elle est amoureuse de Tiger, elle est également fascinée par ses pouvoirs et ses aptitudes naturelles. Lim comprend ses raisons, mais ne croit pas pour autant que cela suffise à justifier sa confiance envers un étranger qu'elle connaît à peine. Lorsqu'elle arrive au palais, elle explique que le comte Tiger l'avait engagée pour combattre afin de protéger la paix de l'Alsace. Cette explication met le roi dans une colère noire, et il faut l'intervention d'une autre guerrière, Sophia Aubertu, pour le calmer. Sophie explique que la précipitation d'Hélène s'explique par le fait que les batailles n'attendent personne, mais qu'il est évident que Brune ne souhaitait pas que Zichtide s'implique dans leur conflit interne. Lorsque elle demande quelle punition sera infligée à Hélène pour ses actes, le roi Zichtide peut expliquer la position du royaume. Hors de la cour royale, Hélène se dispute avec une autre guerrière, Ludmila Luri, une jeune femme de petite taille qui se moque d'elle pour avoir subi les foudres du roi. Sophia intervient à nouveau, calmant les deux femmes. Elle explique ensuite à Hélène que la famille de Ludmila est alliée de longue date au Raedir, et pourrait influencer le roi en leur faveur. Elle met Hélène en garde, elle doit agir avec la plus grande prudence, car son alliance avec Tiger lui attirera de nombreux ennemis. De retour à Brune, Ternardir et Guinlon ont retiré leurs forces, et l'Alsace est pour le moment paisible. Cette paix est cependant précaire, car leur dirigeant est furieux de la défaite cuisante infligée à son fils, Zion, et projette de se venger de Tiger et d'Hélène. Il demande à son sorcier de préparer de nouveaux dragons, une préparation qui nécessitera environ un mois avant une guerre totale contre l'armée de Tiger. Pour Tiger, le duc prévoit de faire appel à un groupe d'assassins redoutés pour se débarrasser de lui, tandis qu'il compte utiliser une autre guerrière pour vaincre Hélène. Arrivant en Alsace, Tiger confirme que les habitants sont en sécurité et s'allonge pour se reposer. Il rêve de sa petite enfance et des moments passés avec son défunt père, puis se réveille peu après. Trouvant Tida toujours profondément endormie, il la réveille, mais elle est confuse et s'excuse de son sommeil prolongé. Plus tard, ils partent à la rencontre du comte Macha, mais rencontrent Lim là-bas. Celui-ci explique son partenariat avec la guerrière Hélène et expose son projet de guerre contre le duc Ternardir. Macha demande s'il va se ranger du côté du duc Guinlon, mais Tiger affirme ne vouloir collaborer avec aucun des deux ducs. Avec le soutien de Macha, qui se rend à la capitale de Brune pour plaider la cause de Tiger devant leur roi et défendre ses justes revendications, Tiger sillonne les comtés voisins pour obtenir le soutien d'autres familles nobles dans sa guerre contre Ternardir. Les nobles acceptent de lui prêter main forte, l'assurant qu'il est sur la voie de devenir la troisième force à Brune. Plus tard, Tiger, Hélène et Lim se réunissent pour discuter de la suite. Hélène explique avoir obtenu la permission de son roi d'acquérir l'Alsace, mais à la condition qu'elle soit ensuite confiée à Zichet, ce qui équivaudrait à une saisie.
Hélène précise également que la position du roi Zichet est actuellement ambiguë et qu'il pourrait se ranger du côté de n'importe qui pour le bien de son propre royaume. Elle explique ensuite que leur principale préoccupation réside dans les guerrières, qui pourraient se retourner contre elle à tout moment, notamment Ludmila, qui semble très obéissante en apparence. Comme pour le dire, Ludmila arrive et interrompt leur conversation, souhaitant parler à Tiger. Elle se présente à Tiger comme la guerrière de l'épée purificatrice et, à sa demande, le groupe déplace la réunion au village Roderick. En chemin, ils se rendent compte qu'ils sont tombés dans un piège et sont soudainement attaqués par Serach, le groupe d'assassins expérimentés engagé par le duc Ternardir. Le premier assassin lance un dard vers Tigre, qui l'esquive et immobilise l'assassin contre un arbre avec sa flèche. Lim neutralise le suivant, mais se fait mordre par un serpent venimeux et s'effondre. Hélène tue le serpent, et Tigre aspire rapidement le venin pour en retarder les effets. Alors que d'autres assassins les attaquent, Mila utilise sa lance magique, Lavia, et ses pouvoirs cryokinétiques pour les maîtriser. Immédiatement, ils conduisent Lim auprès de Roderick pour des soins. Après le rétablissement de Lim, le groupe visite le marché de Roderick et découvre de la nourriture de rue appétissante, mais Mila refuse d'y goûter, même si elle a faim, pour préserver son prestige. Cependant, son amant la convainc d'essayer, ce qui rend Hélène jalouse et provoque une nouvelle dispute entre elles. Mila qualifie Tigre de formidable, mais le trouve trop soumis envers Hélène, ce qui, selon elle, nuit à ses chances auprès des autres femmes. Leur dispute s'achève brusquement lorsque Mila repart pour Olmu, sa patrie. Hélène prévoit son retour pour mobiliser ses troupes vers l'Etmérite afin de limiter ses déplacements et d'aider Ternardir. Mila, personnellement, n'a rien à gagner à être en guerre contre Tiger, mais pour le bien de sa principauté d'Olmut, elle doit rester en bonne grâce du duc. Mila confirme les dires d'Hélène, organise les autres et elle planifie leur prochaine action. Deux options s'offrent à elle, combattre Mila immédiatement ou envoyer des troupes en Alsace pour se préparer à de possibles invasions de Ternardir et Guinlone. Tiger souligne la nécessité de protéger leurs alliés et suggère d'envoyer un émissaire à Mila. Cependant, elle ignore l'envoyé, et les deux camps préparent leurs armées à la guerre. Mila organise ses troupes malgré les objections de certains soldats qui remettent en question sa décision d'affronter Hélène. Pour Mila, il est de son devoir de protéger les liens séculaires qui unissent les Ternardir et sa famille. La bataille a lieu sur les plaines enneigées de Vélicolone, mais se termine sans vainqueur décisif. Victoire et lourde perte des deux côtés, forçant les deux parties à retirer leurs armées. Tigre et les dames s'assoient pour discuter et élaborer une nouvelle stratégie après avoir constaté la puissance de l'armée de Mila, ce qui confirme la rumeur selon laquelle elle possède la meilleure défense parmi toutes les guerrières. Cependant, Hélène affirme qu'elle pourrait facilement vaincre Mila car elle l'a déjà battue lors d'un duel, expliquant que leur rivalité est ancienne et due à une querelle familiale entre leurs arrière-grand-mères concernant un jeune homme. Plus tard, elle réalise que Mila a retiré ses troupes derrière les murs imprenables de la citadelle de Tatra, forçant l'armée letmurite à la assiéger. Malheureusement, un seul chemin mène à la citadelle, et il est parsemé de positions défensives, rendant toute approche ennemie extrêmement difficile. Mila a utilisé ses pouvoirs cryocinétiques pour renforcer les faiblesses structurelles de la porte avec de la glace, la rendant plus résistante que d'habitude. Toutes les tentatives pour pénétrer la forteresse échouent, et la bataille arrive rapidement à une impasse. Voyant l'absence de progrès et le risque pour ses soldats de mourir de froid, Hélène prend la décision imprudente d'attaquer furtivement l'armée de Mila sans soutien supplémentaire. Mais ni Lim ni Tigre n'approuvent son idée dangereuse, ce qui la contrarie. Tigre la calme en lui disant qu'elle compte énormément pour lui, qu'elle est sa priorité après son pays, l'Alsace. Après l'avoir convaincu d'abandonner son projet téméraire, Tigre propose une solution plus sûre et efficace. Les femmes lui fournissent une combinaison d'ours pour se déguiser, et il part explorer la zone afin de trouver un autre chemin d'accès à la forteresse. Au troisième jour, épuisé et affamé, il abat un renard de loin et rencontre Mila dans les bois. Impressionnée par la précision de son tir à longue distance, Mila est admirative de ses compétences. Tigre, toujours déguisé en ours, se présente sous le nom d'Urz. Ils prennent le thé près d'un feu, et elle lui propose de servir dans son armée, mais il refuse, expliquant qu'il doit rentrer chez lui. Mila a l'air un peu déprimée et semble préoccupée par quelque chose, alors Tigre l'incite à se confier. Elle lui fait confiance et lui exprime le poids des responsabilités et de la pression que doivent supporter les guerrières. Mila est particulièrement malheureuse de devoir travailler avec des personnes qu'elle déteste profondément pour le bien de son pays, réprimant ses sentiments pour préserver la réputation de sa famille. Le lendemain, ils se séparent et Tigre suit discrètement les traces laissées par Mila pour trouver un chemin alternatif vers la forteresse tatare par une porte dérobée.
Tigre revient le jour suivant avec Hélène et 100 soldats pour forcer cette porte. Cependant, Mila a renforcé les défenses à cet endroit d'ici leur arrivée, rendant l'accès à la forteresse plus difficile. Hélène décide de ne pas faire marche arrière, car cela reviendrait à jouer le jeu de leur ennemi et à perdre du temps pendant qu'ils se rapprochent d'Alsace. Hélène décide de faire sauter la porte elle-même et court à toute vitesse vers elle. Invoquant une spirale de vent tourbillonnante qui tente de détruire les portes, sans succès. Cela alerte les archers postés sur le toit, qui commencent à lui tirer des flèches. Tigre intervient et la retire de la portée des projectiles, puis il emprunte les pouvoirs d'Arafar, comme lorsqu'il avait anéanti leur soleil. Équipé d'une force magique tournoyante, Tigre vise la porte et la détruit d'un souffle puissant, créant une brèche en son centre. La forteresse est désormais grande ouverte à l'attaque des troupes de Liamritsa. Après avoir pénétré la forteresse, Hélène et Mila s'affrontent dans un duel acharné et une démonstration de leur pouvoir magique. Hélène charge Mila avec son épée, mais l'attaque est bloquée. Les deux femmes se défendent mutuellement pendant un moment, puis Mila invoque des éclats de glace acérés, que Hélène disperse d'un tourbillon de vent. Mila crée ensuite une immense tour de glace en direction d'Hélène, mais celle-ci l'évite et atterrit sur un terrain plat. Les deux jeunes femmes se ruent l'une sur l'autre, provoquant une collision impressionnante de vent et de glace, qui crée un cratère dans la glace. Épuisées, elles marquent une pause pour reprendre leur souffle, et les soldats d'Hélène leur offrent leur aide, mais elles leur demandent de reculer car le combat va bientôt prendre fin. À cet instant, elles sont interrompues par un assassin Sarache qui se rue sur elles. Rapidement, Tiger décoche une flèche qui l'atteint avant qu'il ne puisse attaquer, laissant planer le doute sur sa cible, Mila ou Hélène. Après avoir constaté leurs compétences similaires au tir à l'arc, Mila réalise qu'ils étaient Tiger déguisés. Elle le remercie, mais s'interroge sur les raisons pour lesquelles il l'a sauvée alors qu'il aurait pu laisser l'assassin la tuer avant de tirer. Il lui explique qu'il lui a sauvé la vie pour lui rendre la gentillesse dont elle a fait preuve envers lui dans les bois en lui offrant du thé pour le réchauffer. Il précise que son thé était divin, comme celui d'un grand café. Après lui avoir demandé de formuler une requête, Tiger dit à Mila qu'il serait satisfait si elle restait neutre. Il aurait aimé une alliance avec elle, mais il n'a rien à lui offrir, et de ce fait, elle n'aurait rien à gagner d'une alliance avec lui. Mila accepte de rester neutre dans la guerre civile interne de Brune, et annonce son retrait du conflit et de son soutien à leur Nardir. Cela donne à Tiger l'occasion de se concentrer sur la bataille contre le duc. Cependant, la position de Mila n'empêche pas leur Nardir de poursuivre d'autres plans, il implique donc les chevaliers royaux dans son affaire, notamment Roland, l'un des plus grands chevaliers de Brune. Un mois après la bataille de Tatra, Tiger retourne à Brune avec 5000 ZCHTD et des chevaliers, et obtient le soutien militaire d'autres comtés. Tiger marche son armée vers territoire, établissant sa base dans une zone contrôlée par le duc Ternardir. La coalition armée formée par les armées d'Alsace et de Letmuret est nommée Troupe de la Tempête Météore d'Argent, ce qui semble vraiment stupide à Lim qui soutient qu'un nom aussi enfantin conviendrait mieux à une comptine qu'à un champ de bataille. La réunion est interrompue par Baldi, qui rapporte qu'une nouvelle altercation a éclaté entre les soldats. Depuis l'alliance des troupes de Letmuret et d'Alsace, de nombreuses petites querelles ont éclaté. À l'extérieur, en raison du nombre important de soldats présents, Tiger sort pour calmer la situation, mais découvre qu'ils se disputaient à propos de la forme d'un nuage. Inquiet du manque de réponse de la capitale de Brune et du comte Macha, Tiger se rend à Sarnier, le centre de la région, espérant obtenir de nouvelles informations, mais en vain. Lord Augure lui conseille de minimiser la situation et de se détendre dans l'un de leurs nombreux centres de bien-être. Tiger va se reposer au bord d'une rivière tranquille, où il rencontre Sophia, qui se présente comme l'une des 7 guerrières. Elle a été envoyée comme envoyée auprès du roi de Brune pour clarifier la position de Zichet concernant la guerre civile interne de Brune, après son long silence sur le conflit. Elle a été envoyée par le roi de Zichet pour transmettre un message indiquant que le royaume de Zichet n'a rien à voir avec la guerre, et qu'elle agissait uniquement comme mercenaire. Cependant, elle n'a pas été autorisée à remettre le message directement au roi, et la raison officielle qui lui a été donnée était que le roi de Brune était gravement malade. Elle informe Tigre qu'il est accusé de trahison et déchu de ses titres et pouvoirs, que l'Alsace est désormais propriété privée du roi, et sera gouvernée par un nouveau magistrat envoyé directement par le roi. Sophie leur apprend avoir rencontré Macha dans la capitale, ce qui les soulage, car ils s'inquiétaient pour lui. Plus tard, Sophia assure Allen qu'aucune épéiste ne cherche actuellement à former des alliances contre Tigre, évitant ainsi un second problème comme Nila. Cependant, les chevaliers royaux constituent le prochain grand danger, maintenant que Tigre est déclaré traître. Lord Augure met en garde contre Roland, aussi connu sous le nom de Chevalier Noir et capitaine de l'ordre de Navarre, qui se dirige vers leur base pour éliminer Tigre sur ordre du roi.
Roland est un guerrier impressionnant qui combat depuis son plus jeune âge. Il a été fait chevalier à l'âge de 13 ans, et le roi lui a alors remis un des trésors nationaux, son arme actuelle, la Durandal. Depuis qu'il est chevalier, Roland n'a jamais été vaincu. Tigre réunit ses alliés et leur exprime son incompréhension face à la décision du roi de le dénoncer. Fermant les yeux sur l'insubordination de Galon et des Nardir, Tigre et ses alliés envoient des messagers pour tenter d'empêcher l'attaque. Cependant, tous les messagers sont repoussés par Roland. Tigre rencontre à nouveau ses alliés, et il décide de demander l'aide de l'armée de Zed-Teshed, constatant que la capitale s'est retournée contre lui. La bataille d'Orange commence, et Roland inflige un coup dévastateur aux troupes d'assaut de la tempête météore d'argent, à lui seul. Hélène tente de l'affronter seule, mais après quelques instants d'échange, elle tombe de cheval. Certains membres de son armée se précipitent vers Roland en la voyant en difficulté, mais avant qu'elle puisse les arrêter, il les maîtrise en quelques coups d'épée. Cependant, Roland reconnaît que depuis longtemps, il n'avait pas combattu un adversaire digne de son épée comme Hélène. Voyant qu'il est beaucoup trop puissant pour ses simples coups d'épée, elle est contrainte d'utiliser la pleine puissance de son épée sur lui, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Tigre décoche une flèche en l'air, et Roland pense que c'est un tir raté insensé, mais à sa grande surprise, la flèche atteint son cheval et le tue instantanément. Tigre échappe de justesse à l'épée de Roland, Hélène à ses côtés. Cependant, en sauvant Hélène, Tigre est grièvement blessé, une profonde blessure le traverse à la poitrine. Malheureusement pour eux, l'armée de Roland approche rapidement et les encercle presque, mais ils sont sauvés lorsque Sophie apparaît miraculeusement et leur ordonne de partir, se chargeant elle-même de la situation. Sophie invoque une lumière puissante, Falvarna, qui crée une barrière impénétrable. Cependant, quelques soldats imprudents tentent de la traverser et sont absorbés par le mur, avec leurs chevaux. Lorsque Roland arrive, il demande si le mur de lumière a été créé par magie, affirmant que même si c'est le cas, rien ne l'arrêtera. Après un moment, la magie commence à faiblir, et Roland brise la barrière d'un seul coup. Il s'engage dans un combat intense pendant un bref instant, mais elle tourne ensuite son bâton magique et disparaît après une incantation, satisfaite de l'avance que les deux ont sur les chevaliers de Navarre. Cela laisse initialement Roland perplexe, mais il comprend plus tard que Sophie l'a seulement combattu pour gagner du temps pour Alain et Tigre. Très vite, un soldat rapporte qu'ils ont subi une embuscade à l'arrière, par un groupe de renforts ayant des mercenaires en tête. Comprenant la situation, Roland ordonne la retraite et l'abandon de la poursuite. Dans un moment de réflexion, Roland se souvient de sa rencontre avec les ducs. Galon a dit que le roi était trop malade pour recevoir des visites, même d'un chevalier royal de la réputation de Roland. Cependant, le duc a ajouté qu'il devait éliminer Tigre et son armée, car le roi l'avait ordonné, après avoir qualifié Tigre de traître. Roland réalise maintenant que cette interaction était pour le moins suspecte, et que ces hommes ne sont pas aussi dignes de confiance qu'ils le prétendent. Il décide donc de terminer ce qu'il avait commencé avec. Tigre doit absolument rencontrer le roi. De retour au camp, l'état de Tigre empire de minute en minute, sa blessure étant très profonde. Après avoir demandé des explications sur ce qui s'est passé à la capitale, Moschus leur révèle qu'il n'a lui-même pas pu rencontrer le roi en raison de sa maladie, et qu'après avoir réussi à pénétrer discrètement dans le palais, celui-ci était pratiquement sous le contrôle des ducs Galon et de leurs Nardir. Le premier ministre, Badoën, l'a rencontré en privé et lui a permis de constater l'état du roi. Il semble que la mort de son fils, le prince de Brune, à la bataille de Dinante, l'ait plongé dans un profond désespoir, au point de le voir jouer avec des blocs comme un enfant. Profitant de cette situation, Galon et leurs Nardir manœuvrent dans l'ombre pour faire croire que l'Empire souhaite la perte de Tigre, et qu'ils ont manipulé Roland pour l'attaquer. Effectivement, Moschus a été attaqué par des assassins envoyés par l'un des ducs peu après sa rencontre avec Badoën, et Sophia se trouvait par hasard à proximité. Elle l'aida à vaincre les assassins. Tiger étant trop blessé pour commander l'armée, Hélène prend le relais. Elle excuse Tida et s'agenouille auprès de Tiger, lui assurant qu'elle dirigera l'armée à sa place. Hélène retrouve plus tard Sophia, qui lui annonce qu'elle participera également à la bataille, bien qu'elle ne soit qu'une envoyée. Par ailleurs, Roland discute avec un autre chevalier royal et découvre que Nardir est le responsable de la guerre, car il a attaqué l'Alsace sans raison apparente. Cependant, Roland ne peut arrêter la guerre en raison de la présence des armées de Zéchechen dans le royaume. Laissant les blessés et les malades au camp, la Stormtroop de la Météore d'Argent se dirige vers le champ de bataille. Il détourne le cours de la rivière pour qu'elle inonde la plaine à l'aide de sacs de sable. Ceci la transforme en un marais qui gênera les unités ennemies. Avant le lever du jour, ils prennent position face au sud. En phase 2, l'armée de Ronald adopte une formation en croissant. La première unité attaquera l'avant-garde de la Météore d'Argent, le second groupe attaquera
sur le flanc, et le troisième s'écartera pour attaquer si l'ennemi attaque les premiers et deuxièmes groupes. La bataille commence bientôt. Delaine éloigne Ronald des forces principales, et elle et Sophie utilisent leur pouvoir du vent et de la lumière ensemble pour tenter de le vaincre, et cela semble initialement fonctionner, mais il fend la boule d'air magique grâce à son épée toute puissante d'Urindoul, à la grande surprise des jeunes femmes. Confiant, Roland s'approche d'elle, résolu à mettre fin au combat le plus rapidement possible. Pendant ce temps, au camp de l'armée, Tiger reprend connaissance et découvre que son arc brille. Avec Tida à ses côtés, l'arc noir le guide vers un temple isolé, dédié à Tornafal, la déesse de la nuit, des ténèbres et de la mort. Tiger exige de savoir pourquoi elle l'a amené là, puis elle possède soudainement Tida. Elle dit qu'elle ne l'a pas appelé, mais révèle qu'il est venu de lui-même car il cherchait le pouvoir. Elle promet de lui accorder des pouvoirs s'il tire sur Tida. Considérez cela comme une épreuve de sa détermination. Il maîtrise ses pouvoirs et les canalise dans la flèche, la faisant se dissiper avant qu'elle n'atteigne Tigre, qui reste indemne. Satisfait de sa performance, Tornafal lui accorde ses pouvoirs et Tigre se précipite sur le champ de bataille. Il arrive à temps pour aider Hélène et Sophie, atteignant l'armure de Roland à longue distance avant qu'il n'approche des femmes. Elles expliquent que Tigre ne les a engagées que pour vaincre Lord Ternatier, et qu'après avoir accompli cela et reçu leur paiement, elles retourneront à Zichet. Elles lui demandent de se joindre à leur juste cause contre Ternatier, mais il refuse, déclarant qu'il est un chevalier royal et ne reçoit d'ordre que du roi. À un moment, Tigre est prêt de succomber à ses blessures, mais il raffermit sa résolution et vise Roland avec ses nouveaux pouvoirs tandis que Roland tente de les contrer avec Durandal. Dans une lutte acharnée, Roland bloque la puissance avec son épée, et après un moment, une énorme explosion se produit, creusant un trou dans le sol. Étonnamment, Roland reste debout, mais s'effondre soudainement à genoux. Et se rend, car il a perdu le contrôle de ses bras sous l'effet du pouvoir de Roland. Tigre perd également connaissance peu après. Suite à la reddition de Roland, l'ordre de Nevar se retire de la bataille, non sans avoir perdu plus de la moitié de ses soldats. L'armée de Tigre peut désormais marcher directement vers le Nadir pour régler ses comptes. Le lendemain matin, quelques chevaliers nettoient les restes des soldats tombés et préparent un lieu d'inhumation. Après avoir appris les agissements de Galon et la situation au Nadir, Roland propose d'aller à la capitale pour obtenir à Tigre une audience directe avec le roi en guise de réparation pour l'avoir attaqué, mais on le met en garde contre le danger qu'il pourrait courir, étant donné que Masha a eu beaucoup de mal à s'en sortir vivante. Il refuse obstinément, disant qu'il le doit à Tigre, en guise d'excuse pour les avoir attaqués injustement. Il se rend au lieu d'inhumation des soldats tombés, puis se dirige vers la capitale. Il laisse également Durandal entre les mains de Tigre comme preuve de son soutien à sa cause, et visite le lieu d'inhumation des soldats briniens tombés. Cependant, arrivé au palais impérial, Roland se retrouve retenu dans une pièce par le duc Gaelian, qui se moque de son audace à paraître dans la capitale après sa défaite face à Tiger. Gaelian le tue ensuite sans ménagement en lâchant un essaim d'abeilles venimeuses, créant un véritable cauchemar. Roland meurt debout, témoignant de son courage jusqu'à son dernier souffle. Entre-temps, Hélène reçoit un appel urgent et doit se rendre à Lenica pour secourir Alexandra Sacha Al-Shivan, une guerrière qui gouverne Ragnitz. Sacha est alitée à cause d'une grave maladie, mais est actuellement attaquée par une autre guerrière. Hélène déclare être liée à elle par un serment et doit tenir sa promesse de s'entraider en cas de besoin, quelles que soient les circonstances. Lors de sa dernière visite, Sacha ressemblait à un spectre et pouvait à peine marcher. Malgré son état, son équipement de dragon la reconnaît toujours comme sa propriétaire, la contraignant à rester guerrière et à assumer ses devoirs. Pour cette raison, Hélène doit aider Sacha et, si possible, se battre pour elle. Simultanément, Sophie retourne dans son royaume et Tiger la remercie de son soutien. Rurik le rejoint ensuite, s'agenouille et lui jure fidélité et allégeance. Malheureusement, Tiger apprend la nouvelle choquante de l'exécution de Roland, et dans la capitale, les tensions augmentent entre leurs Nardir et les Gaéliens car l'exécution de Roland a été menée à bien sans consultation avec leurs Nardir. Il craint qu'ils ne soient exposés à des menaces de leurs voisins occidentaux qui profiteront de l'absence de protection de leurs frontières ouest. Gaélien semble impénitent et informe malicieusement leurs Nardir que l'armée Muad'Dib approche par terre et par mer pour attaquer son peuple depuis la frontière sud et probablement réduire son peuple en servitude. Murzinal est un puissant pays voisin et l'un des rares dans cette région à pratiquer encore le commerce des esclaves. Ils envahissent donc d'autres pays au hasard, massacrant et pillant tout, sans aucune raison. Déjà environ 20 000 soldats muadziniens attaquent Brune et font des prisonniers parmi sa population. Ternardir divise alors son armée en deux contingents. Le premier, composé de 7 000 hommes, marche vers la frontière sud pour contrer l'avancée des muadziniens.
Il prévoit d'attirer l'ennemi plus profondément dans le pays, laissant les régions frontalières sans défense. La seconde armée de Ternardir, forte de 13 000 hommes, reste dans la capitale sous prétexte de la protéger, mais en réalité surveille Guinlon qui rassemble ses troupes à la frontière nord. Après avoir appris l'invasion, Tiger passe la nuit à étudier les voies d'accès et à élaborer les meilleures stratégies. Tida vient lui servir son repas et lui conseille de ne pas trop s'inquiéter. Il lui demande de rester avec Bertrand, ce qu'elle accepte à condition qu'il leur revienne sain et sauf. Plus tard, Baldy demande à Tiger quelles sont leurs chances de gagner, mais n'obtient pas la réponse héroïque attendue. Tiger lui répond sincèrement qu'ils sont surpassés en nombre, 20 ennemis pour un homme. Il consulte ensuite Masha et les autres, leur demandant une faveur. Plus tard, il part en reconnaissance avec Rurik et quelques volontaires. Après avoir constaté le mauvais traitement infligé aux prisonniers, il décide que leur plan sera de sauver autant de captifs que possible. Tiger regarde son arc noir et hésite sur son utilisation, n'en maîtrisant pas encore pleinement la puissance. Lors de leur avancée, Tiger sauve une captive qui tentait de s'échapper des combattants Mua. Voyant sa terreur, Tiger la rassure en lui disant qu'elle est en sécurité avec lui, car il est aussi un Brunyan. Par la suite, il consulte un chevalier royal, Gerald, qui offre son aide pour élaborer un plan de sauvetage des habitants de Brun, estimant toutefois qu'il manque de ressources et d'effectifs. Les Muaniliens ayant fait prisonniers les Brugnans et pouvant les utiliser comme boucliers humains en cas d'attaque, Tiger compense le manque d'hommes et de provisions par une stratégie brillante. 200 de ses cavaliers attaquent un flanc ennemi, ce qui incite le général muanilien Cassim à envoyer 3000 soldats, archers et lanciers, pour éliminer les 200 cavaliers et l'armée principale, qu'il estime à environ 2000 hommes. L'appât des 200 soldats conduit les troupes muaniliennes dans un étroit passage sans issue, où l'armée principale les attend. Surpris de voir une armée de plus de 5000 hommes, les soldats muaniliens de tête appellent à la retraite, mais il est déjà trop tard, et les 3000 soldats ennemis sont rapidement défaits. Leurs munitions restantes sont ramassées pour être utilisées par les troupes d'élite, Tempête d'Argent. Ensuite, Tiger organise de nombreuses escarmouches pour attaquer répétitivement la force ennemie principale et réduire progressivement son effectif. Après des attaques surprises répétées, l'armée muanilienne est passée de 20 000 à 18 000 soldats. Frustré par toutes ces attaques furtives, le général Cassim exécute quelques civils brunemanais en représailles. Il organise alors une troupe de 3000 hommes devant servir d'avant-garde à l'armée principale, supposant que l'armée de Tiger n'attaquera jamais de front en étant en infériorité numérique. Dans un mouvement inattendu, Tiger fait face à l'armée principale avec seulement 600 soldats. Cassim se moque des Bruniens d'avoir choisi un simple archer comme capitaine, sachant que les Bruniens ne respectent pas les archers. Tiger leur déclare qu'ils méritent la mort pour avoir tué des soldats civils. Cassim ordonne alors à ses soldats de tirer sur Tiger à son approche, mais ils sont surpris par des cris de guerre venant des falaises, réalisant qu'il est arrivé avec une importante unité ZCHTdienne. Encore une fois, Cassim sous-estime follement les capacités de Tiger, et tandis que les ZCHTdiens chargent les Muaniliens, Tiger vise le général Cassim. Malgré les deux armées qui s'affrontent entre eux, la flèche de Tiger atteint Cassim en plein cœur. La mort du général contraint l'armée muanilienne à la retraite, mais Tiger ordonne à son armée de la poursuivre. Après la bataille, Tiger libère 2 Tenom, faits prisonniers par les envahisseurs. Mais ceux-ci pleurent encore la perte de leur compagnon et lui reprochent son arrivée tardive. Cependant, une fillette le remercie d'avoir vengé la mort de son père et de l'avoir libéré. Malgré les pertes étonnamment faibles subies par les troupes d'élite de la Météore d'Argent, leurs provisions sont très basses et elles ont besoin de temps pour se rétablir. À la fin de la journée, l'armée muanilienne a perdu plus d'un quart de ses hommes. Elle apprend toutefois des prisonniers qu'environ 40 000 hommes supplémentaires les approchent dans quelques jours, certains étant déjà arrivés par petits groupes. Tiger part avec une petite unité de cavalerie affronter le premier groupe d'envahisseurs. Il tente de tirer parti de sa victoire en les attaquant à l'arc. Mais cela n'empêche pas l'armée d'avancer vers Tiger et ses hommes. La situation semble prendre une tournure difficile lorsqu'il aperçoit une armée à ses trousses qu'il croit être des renforts ennemis. Il est cependant choqué de constater que c'est Mila qui arrive avec davantage de soldats ikésiens. En pleine santé, Sacha était comme une grande sœur pour Hélène et Mila, et elle séparait habituellement leurs disputes inutiles, leur apprenant à utiliser leur pouvoir seulement en cas de nécessité. Cependant, au fil des années, son état de santé s'est considérablement détérioré et, lorsqu'Hélène Elim arrive à Lenica pour la voir, elle ne semble pas aller mieux. Elle en a assez de porter le titre de gardienne de guerre, mais elle est contrainte de le conserver tant que ses épées jumelles de dragon lui sont liées. Elle explique à Hélène que la gardienne de guerre Elisaveta Lisa Famina l'envahit par vengeance.
Il y a quelques mois, Sasha et Lisa collaboraient pour neutraliser un groupe de pirates. Alors qu'elles étaient sur le point de gagner, Lisa a déposé une plainte accusant les soldats de Sasha d'avoir délibérément conduit les pirates vers son armée, sans aucune preuve tangible dans les rapports. Maintenant, Lisa envahit les Nika pour se venger, et Hélène lui offre donc son soutien pour protéger les Nika. Sur une note plus légère, Hélène raconte à Sasha l'histoire de Tiger et de ses réussites, suggérant qu'elle pourrait le trouver très sympathique et espérant qu'elle se rencontre un jour. Entre-temps, le commandant de l'armée du mausolée est informé d'une coalition entre l'armée Zisheken et l'armée de Tiger, due à l'intérêt d'une guerrière pour Tiger. Il décide alors que si cette guerrière est aussi belle que le disent les rumeurs, il unira ses forces aux siennes pour aider Tiger à vaincre leur ennemi principal, mais si elle a un visage peu avenant, il n'hésitera pas à la refuser son alliance. Au camp de base de la tempête de météores d'argent, Tiger s'assoit avec Mila pour négocier une alliance, mais Tiger paraît trop désespéré, si bien que Mila transforme la rencontre en séance de conseil et lui apprend à négocier comme un véritable guerrier et à ne plus paraître faible. Elle accepte de lui prêter 4000 soldats en échange d'une faveur équivalente de sa part plus tard. Ils discutent des stratégies possibles pour affronter l'armée envahissante dirigée par le commandant Balamir. Aussi connu sous le nom de Barabaros, un guerrier féroce et expérimenté, célèbre pour avoir anéanti une flotte de 1000 navires attaquant Musinil avec seulement 200 de ses propres navires. Les troupes épuisées ne peuvent se permettre qu'une seule bataille supplémentaire, elles projettent donc de tout régler lors de ce combat unique. Mila suggère à Tiger d'utiliser Arafar, l'arc qui lui a permis de briser la porte arrière fortement fortifiée de la forteresse de Tatra, mais Tiger souligne qu'il n'en maîtrise pas encore pleinement les pouvoirs et qu'il perd parfois connaissance après l'avoir utilisé. Considérant que la présence de Tiger est essentielle à la bataille, il décide de ne pas compter sur cet arc et de ne l'utiliser qu'en dernier recours. Mila souligne que normalement, étant donné qu'il combat une armée supérieure en nombre, il peut soit se concentrer sur l'élimination de leur commandant, soit perturber leur ligne d'approvisionnement. Cependant, la seconde option n'est pas envisageable, car l'armée de Tiger serait dépassée avant de pouvoir atteindre les lignes d'approvisionnement de Musinil. De plus, étant donné que Barabaros n'est pas un commandant faible, son élimination sera une tâche difficile à accomplir. Les deux options étant envisagées, la bataille contre Musinil ne serait pas une partie de plaisir, mais après mûre réflexion, Mila propose une stratégie de combat à haut risque qui pourrait fonctionner contre la puissante armée de Barabaros. Par la suite, un homme de Tiger l'informe qu'une des personnes secourues refuse de manger. Il va lui offrir de la nourriture lui-même, mais elle insiste pour avoir sa propre soupe. Elle se présente comme Regine, et avant que Tiger ne parte, elle lui demande une petite faveur. Entre-temps, Hélène marche vers le nord-est de l'Enika avec les troupes unies de l'Enika et de l'Ethmuritz, environ 3000 hommes, pour affronter la guerrière Lisa qui les attend. Lisa est une autre belle guerrière atteinte d'hétérochromie iridienne, ce qui lui donne des iris de couleurs différentes. Cependant, avant leur départ, Sasha appelle Lim à part et lui confie la surveillance d'Hélène, car ses récentes actions lui ont attiré de nombreux ennemis et des amis qui pourraient se retourner contre elle. Sasha précise qu'Hélène ne sera pas protégée de ces personnes par son équipement de dragon seul, mais par des amis loyaux comme Lim. Pendant que leurs armées s'affrontent, Lim tente de suivre Hélène pour la protéger, mais celle-ci lui ordonne de rester et de commander l'armée, car seules les guerrières peuvent se combattre. Hélène descend alors de cheval tandis qu'elle et Lisa se dirigent vers les limites du champ de bataille pour s'affronter. Elles se battent avec acharnement, utilisant leurs armes magiques, Hélène avec son épée de vent, et Lisa avec un fouet crépitant de foudre. Hélène invoque un puissant tourbillon de vent vers Lisa, mais celle-ci le contre avec une décharge électrique impressionnante et se moque d'Hélène, qui est momentanément projetée au sol. Mais Hélène se relève rapidement, et après un choc explosif des deux pouvoirs, son vent tourbillonnant dominant celui de Lisa, elle prend l'avantage en repoussant Lisa, qui se rend. Hélène ne veut pas reculer avant d'avoir maîtrisé Lisa, mais Lisa souligne qu'elle perd un temps précieux alors que la guerre contre Tiger approche à grands pas. Ganlon et son ennemi ne sont plus occupés l'un par l'armée de l'autre. Ganlon a donc probablement mobilisé ses propres troupes en prévision de la bataille contre Tigre. Elle apprend également que Tigre manque d'effectifs, mais doit néanmoins affronter l'armée muo-chilienne envahissante de 40 000 hommes. Lisa propose alors un retrait complet de son armée de l'Enika et un pacte de non-agression d'1 an si Hélène se retire. Hélène accepte, à condition que Lisa présente des excuses à Sasha pour l'invasion. Une fois l'accord trouvé, Hélène mobilise immédiatement ses troupes vers l'Ethmuritz. D'autre part, un envoyé revient avec un message de Mila à Barbaros, le qualifiant d'envahisseur n'ayant aucun droit de se trouver sur le sol brunien sans cause légitime. Mila affirme qu'ils n'ont aucune raison de se battre contre lui et qu'il devrait retourner dans son pays.
Barbaros reconnaît qu'elle a raison, mais il ne reculera pas devant une bataille simplement parce qu'une belle guerrière le lui demande. Il met alors ses troupes en mouvement, déployant ses hommes en 7 unités distinctes. Unités afin de pouvoir réagir rapidement aux attaques surprises en mouvement. Ceci fait, Barbaros attend de voir quelle surprise Tiger lui réserve. La bataille entre Tiger et Barbaros est déjà en préparation. L'armée de Tiger prend position tandis que la neige commence à tomber, marquant le début de la bataille d'Ormia. Des éclaireurs muotsiniliens rapportent des informations sur l'armée de Tiger et ses positions actuelles, indiquant qu'elle a fortifié chaque recoin de la colline et que 4 différentes bannières sont visibles, signifiant que 4 armées différentes se sont unies. De plus, les attaques de l'armée muotsinilienne sont accueillies par des pierres et des flèches de l'armée de Tiger, bien qu'il n'y ait pas de victimes car les archers semblent viser très mal. Encore une fois, les éclaireurs n'ayant repéré que quelques lances, ils supposent qu'ils ont affaire à une armée vraiment réduite. Selon le plan, les troupes d'élite Météore d'Argent de Tiger établissent un petit avant-poste au sommet d'une des 2 petites collines d'Ormia, en faisant une forteresse improvisée. Cependant, comme une des collines est entièrement recouverte de neige, les Muosiniens pensent qu'il n'y a pas d'ennemis à craindre. Barbaros stationne 4 de ses 7 divisions au pied de la colline pour assiéger la montagne. Les 3 autres divisions poursuivent le groupe de réfugiés en fuite au-delà des 2 collines pour les prendre en otage. Or, c'était un leurre, et ils sont pris par surprise par une attaque des Stormtroopers restants et de l'armée de Mila venant de la seconde colline apparemment inoccupée et enneigée. Les archers de Barbaros tirent des flèches sur l'armée adverse, mais Mila utilise sa magie pour créer une barrière et transforme les flèches en éclats de glace, les brisant complètement. Cela donne une ouverture à Tiger, lui permettant de tirer de nombreuses flèches et de neutraliser certains soldats ennemis. Lorsque Barbaros apprend l'attaque surprise venant de la montagne enneigée, il ne semble pas ébranlé, car il n'est pas surpris que Mila ait une défense si solide après toutes les rumeurs qu'il a entendues. Cependant, Mila ne cesse de leur réserver des surprises, car il s'avère que le groupe de réfugiés en fuite était en réalité composé de soldats déguisés, dirigés par Rurik, environ 2000 hommes. Il lance une attaque surprise sur les soldats muachelonnants de la 5e division, pris au dépourvu, avec la force principale de Tiger. Les soldats muachelonnants signalent précipitamment la situation à leur commandant. Les véritables réfugiés étaient cachés dans la forteresse perchée sur la colline. Pour que ce plan audacieux réussisse, Tiger a dû supplier les réfugiés à genoux pour obtenir leur coopération, car ils se plaignaient déjà de la nourriture avariée et des conditions de vie difficiles. Le chef du groupe civil prend la parole et accepte de collaborer avec Tiger, car s'il tombait aux mains de l'ennemi, il serait exécuté immédiatement, alors que le plan de Tiger leur offrait une chance de sécurité et de riposte contre les soldats muachelonnants. La 5e division étant maintenant encerclée de tous côtés par les forces de Tiger, elle est facilement défaite, si bien que Tiger et Mila passent à l'attaque des 6e et 7e divisions. Entendant cela, Barbaros ordonne à la 4e division d'intervenir en renfort, tandis que les 3 autres divisions maintiennent le siège au pied de la colline. Le commandant semble toujours imperturbable et compte épuiser les forces de Tigre, les rendant vulnérables lorsqu'il sera prêt à affronter à la fois Tigre et Mila. Ce plan semble avoir fonctionné, car alors que Tigre et Mila tentent de suivre la 7e division pour encercler Barbaros, ils se retrouvent malheureusement pris entre la 6e et la 4e division, et progressivement, la colonne volante des troupes d'élite de la « Tempête d'Argent » commence à faiblir d'épuisement, les rendant vulnérables aux attaques de la 6e division ennemie. La colonne volante étant défaite, la 6e division se rapproche des forces principales de Tigre et Mila, tandis que la situation empire pour eux lorsque Barbaros envoie ses 6e et 7e divisions pour les encercler sur les flancs. Barbaros recule vers son armée afin d'éviter toute flèche, et, confiant dans sa formation impénétrable aux projectiles, il anticipe avec enthousiasme un combat direct avec Mila. La bataille devient de plus en plus difficile pour Tigre et Mila. Tous deux montrent des signes d'épuisement, et lui commencent à manquer de flèches. Tigre dit à Mila de s'enfuir rapidement, étant donné la situation, mais Mila refuse, lui rappelant qu'elle est une guerrière, et non une faible qu'il aurait ramassée dans la rue. Elle affirme que, malgré la supériorité numérique de l'armée ennemie, cela ne doit pas les empêcher de donner le meilleur d'eux-mêmes pour remporter la victoire. Encouragés, ils continuent à combattre de toutes leurs forces. Une autre armée arrive en force, et juste au moment où la situation semble critique pour Tigre, une nouvelle vague de troupes arrive du nord pour attaquer l'armée moisiniléenne. Apparemment, après avoir entendu l'appel de Masha, des chevaliers sont venus avec leurs armées en renfort pour Tigre. Émile amène 1500 chevaliers de l'ordre de Perche, Shai 1500 de l'ordre de Lutus, et Auguste 2000 de l'ordre de Calvados. Alors qu'Émile et Shai rejoignent la bataille, Auguste dit à Tigre qu'il a reçu une lettre de
Roland et Olivier lui demandèrent de joindre ses forces aux leurs. Il s'excuse, expliquant que sa position de chevalier royal l'avait empêché d'aider Tigrou plus tôt, même s'il avait été autrefois soldat sous l'armée d'Alsace. L'arrivée des chevaliers donne à Tigrou et Mila le temps de reprendre leur souffle, de refaire leurs réserves de flèches et de poursuivre le combat. Même après avoir appris que 5000 renforts soutenaient l'armée de Tigrou, Barbaros, avec arrogance, refuse de tenir compte de la situation et de se retirer. Il envoie donc sa 4e division soutenir les autres, tentant d'affaiblir davantage l'armée principale de Tigrou. Cependant, 3000 chevaliers supplémentaires arrivent du nord-ouest, et avec un total de 8000 renforts, Barbaros décide de battre en retraite et envoie une partie de ses troupes restantes dans la partie sud de Brune pour accomplir son objectif principal de conquérir cette région. À ce stade, environ 30% de ses hommes ont été tués. Mais de pires nouvelles encore parviennent à Barbaros. On lui apprend que ses soldats en mer ont péri lorsque leur navire, le Nardir, a coulé. Maintenant, ils sont complètement défaits par l'armée du duc Nardir, laissant Barbaros avec une armée de 30 000 hommes contre les 8 000 qu'il avait auparavant. Ces pertes amènent Barbaros à se retirer complètement de Brune et à envoyer un émissaire au camp de base des Stormtroops de la Météore d'Argent pour les féliciter de leur victoire, tentant ainsi de se concilier Tiger. Il lui donne également un nom honorifique, Silverash, qui signifie celui qui peut abattre les météores. Après toutes les formalités, Mila et Tiger essaient de discuter des véritables intentions de Barbaros, mais il s'endort en plein milieu de la conversation. Le lendemain matin, Allen arrive au camp de base et les trouve tous deux endormis l'un près de l'autre, mais leur proximité irrite Allen et provoque une nouvelle dispute entre elle et Mila au sujet de Tiger. D'un autre côté, Lim s'excuse auprès de Masha pour son absence pendant la guerre et admet que, malgré son manque initial de confiance dans les capacités de Tiger, il a prouvé qu'elle avait tort et est devenue la 3e force majeure du pays de Brune. Mila invite également Tigre à sa tente pour prendre le thé, mais Tigre propose de la retrouver une autre fois et se retire dans un endroit isolé pour parler de la bataille avec Allen. Il s'excuse de la perte de nombreux soldats lors de ces combats. Elle lui prend la main tandis qu'il s'allonge dans l'herbe pour le rassurer sur la justesse de sa cause, et Tigre jure de ne jamais oublier ceux qui sont morts pour lui. Après avoir vaincu Moisinul les 4 jours de marche, Tigre et son armée campent à Perche, grâce à sa nouvelle alliance avec Émile de l'Ordre de Perche. Pendant son sommeil, une des guerrières, Valentina, apparaît par un portail magique créé par son équipement draconique. Elle reste près de son lit, sans rien faire, et dit qu'ils se reverront bientôt. Elle disparaît de la même manière qu'elle est arrivée. Hélène et Mila commencent leur journée par leurs habituelles petites disputes. Mila dit qu'Hélène aurait dû rester à ZCHTED, mais elle était probablement trop inquiète pour ses hommes et les a rejoints à Perche. Hélène l'appelle une petite fille nostalgique de son pays et lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle, car ses soldats sont forts, contrairement aux siens. Comme Hélène est arrivée en retard et n'a pas participé à la bataille contre les Moisinulants, Mila se moque d'elle, mais Hélène admet étonnamment son retard et remercie Mila d'avoir soutenu Tiger en son absence. Hélène dit cependant que la tâche de Mila est terminée et qu'elle devrait retourner à ZCHTED et laisser son homme tranquille. Plus tard, Tiger est convoqué à une réunion avec Masha et Lim concernant le défunt prince de Brune. Apparemment, il y a quelqu'un dans le camp qui lui ressemble étrangement. Alors qu'il se demande qui cela pourrait être, Bertrand interrompt la réunion en annonçant qu'une jeune fille nommée Regin demande à voir Tiger. Entourée des autres, elle hésite au début à parler, mais il la rassure en lui disant qu'elle n'a aucune raison d'avoir peur. Dans la salle du conseil, elle révèle qu'elle était auparavant connue sous le nom du prince Ragnet, héritier du trône de l'Empire de Brune. Elle donne son nom complet, Ragna Estelle Loire-Bastion de Charles, un nom si long que... Masha s'effondre immédiatement. Sa révélation choque tout le monde dans la pièce, alors Lim lui demande de prouver ses dires. Elle rappelle à Tiger un événement de leur enfance, il y a quelques années, lorsqu'ils se sont rencontrés dans les rues de Vincennes et se sont aventurés dans les bois après une partie de chasse. Tiger confirme la véracité de l'histoire, choquant tout le monde, car tous croyaient que la princesse avait été tuée au combat. Elle avoue que lors de la première bataille de Diney, un assassin a profité de la confusion d'une attaque nocturne pour s'en prendre à elle, l'obligeant à simuler sa mort et à s'enfuir. Hélène demande pourquoi elle se faisait passer pour un garçon, et Régine explique qu'elle l'a fait pour épargner à sa mère le déshonneur de ne pas avoir donné naissance à un héritier mâle, car à Brune, une reine incapable d'avoir un enfant mâle est considérée comme indigne. Régine a également dû se faire passer pour un garçon pour augmenter ses chances de succéder à son père sur le trône, les chances étant très faibles pour les filles. Entendant son histoire, Hélène et Mila soutiennent que l'aider serait préjudiciable à leur cause, car si les gens découvrent que le prince est en réalité une femme, ils perdraient confiance en Tiger. Ils suggèrent de parler au roi, mais Masha lui rappelle l'état mental instable de leur souverain.
Lorsque Tiger lui demande pourquoi elle lui fait assez confiance pour lui révéler son secret, Régine répond qu'elle l'a trouvé être un homme sans arrière-pensée, malgré de fausses accusations de trahison. Après la surprise générale, Régine révèle qu'elle a en fait testé Tiger en lui demandant de la laver, et parce qu'il a fait preuve de discipline et l'a traité avec respect, il a gagné sa confiance. Entendant cela, Tiger accepte de l'aider si elle peut prouver sa lignée. Elle dit qu'il y a une porte secrète menant à un sanctuaire à Artésium, sur le territoire du duc Ganolin, que seuls les membres de la famille royale savent ouvrir, et comme le Premier ministre, Badoun, le sait, cela servira de preuve parfaite de sa généalogie. Convaincu, Tiger décide d'aller à Artésium, mais avant de commencer leur voyage, le duc. Leur sorcier Nardir lui fournit 5 nouveaux dragons en préparation de la bataille, parmi lesquels un dragon à 2 têtes et un cracheur de feu. 2 de ces dragons ont été retenus par des chaînes dotées de pouvoirs spéciaux leur permettant de détruire facilement leurs adversaires, même aussi puissants que les guerrières. Pendant ce temps, Ganolin, livré à ses pensées, anticipe les plans de chacun. Il connaît les dragons de leur Nardir, et le fait que Tiger tentera de prouver la lignée de Régine. Il se félicite de son travail, car le poison agit sur le roi. Pour son plan surprise, il décide d'incendier sa propre capitale avant de s'enfuir. Les dragons de leur Nardir réussissent à anéantir toute l'armée de Ganolin, et on l'informe que Régine est avec Tiger. Il prédit avec justesse qu'il se dirige vers le sanctuaire dans la grotte, et se vante de décapiter le prince à vue. Entre-temps, le roi de Zichet convoque Sophie et la nomme émissaire auprès de la capitale de Brune, la renvoyant comme envoyée à la capitale de Brune, et lui ordonne de dire à Hélène que elle devrait se préparer à se retirer de la bataille de 6 mois, lorsqu'elle y sera contrainte. Sur le chemin du retour, Sophie rencontre une guerrière nommée Valentina, dont le comportement semble suspect. Régine est déçue d'apprendre que Ganolin a incendié Artésium, mais Tiger la rassure en lui confirmant que les plans ne changeront pas. En chemin, ils affrontent l'armée de Nardir dans les plaines de Villacrène. L'armée de Tiger, forte de 20 000 hommes, s'engage contre les 24 000 soldats de Nardir, tandis que les 2 colonnes centrales sont au cœur de la bataille, Hélène et Mila progressent ensemble sur le flanc droit. Leur objectif est de percer le flanc gauche de Nardir et d'atteindre les dragons. Face aux dragons, les 2 femmes invoquent leur magie, et grâce à la barrage de glace de Mila, elles parviennent à tuer 3 dragons. Cependant, elles sont incapables de blesser le dragon à 2 têtes et le dragon cracheur de feu à cause de leur chaîne, forgée dans un métal spécial qui neutralise la puissance de leurs armes. Lors de l'attaque, un dragon manque de brûler Mila, car elle est prise de court et se fige. Après avoir vu leurs attaques repousser, rapidement, Hélène la pousse hors de son chemin, mais subit quelques brûlures. Alors que leur Nardir observe les femmes de loin, il réalise la puissance des guerrières et ordonne à ses soldats de les encercler, de les maîtriser, même si cela lui coûte un quart de son armée. Sans vainqueur clair, les 2 armées se replient et repensent leur stratégie. Hélène et Mila pensent que les chaînes des dragons ont pu être responsables de leur capacité à repousser leurs attaques magiques, de la même manière que l'épée de Roland. Pourtant, les femmes croient qu'il est possible de vaincre les dragons, alors elles assurent à Tiger qu'elles s'occuperont des monstres, tandis qu'il gérera l'armée du Nardir. La bataille reprend 4 heures plus tard, et leur Nardir place les 2 dragons en première ligne, si bien que Tiger ordonne à ses soldats de fuir s'ils ne veulent pas servir de cible aux dragons. Cela donne à Hélène et Mila l'occasion de s'occuper des dragons. L'armée de Tiger ne faisait que simuler la fuite car ils avaient besoin de plus d'armes, alors après. Se munissant suffisamment, ils attaquent les flancs droit et gauche, lançant tout leur arsenal sur l'ennemi, y compris des pierres. Prenant de l'élan, les soldats de Tiger gagnent en confiance et se mettent à scander « Silvrash » en poursuivant les ennemis. Pendant ce temps, Hélène et Mila affrontent les dragons au centre, et au lieu d'utiliser la puissance de leurs armes contre eux, elles s'en servent pour les approcher, leur permettant d'infliger des blessures directes. Le dragon cracheur de feu périt assez facilement, mais le dragon à 2 têtes possède une peau dure et impénétrable, projetant Hélène au sol dès qu'elle tente de le frapper de son épée. Hélène et Mila déclenchent une pluie d'éclats de glace pour détourner l'attention du dragon, tandis qu'Hélène utilise ses pouvoirs de vent pour descendre sur le dos du dragon avec une accélération fulgurante afin de percer sa peau et porter un coup fatal. Les dragons vaincus, la bataille est quasiment gagnée, et ils laissent le reste à Tiger. Après la bataille, les femmes viennent chercher Tiger, mais le trouvent profondément endormi sur le à terre, épuisé par le combat. Hélène propose de faire ce qu'il aime et de le réveiller avec une épée dans la bouche, mais Tida refuse, craignant qu'il ne puisse plus rien mâcher ensuite. Cependant, elle se souvient qu'il avait dit qu'il se réveillerait en une fraction de seconde s'il sentait un animal approcher. La jeune femme, alors, se place au-dessus de lui et utilise une technique appelée « soif de sang » pour imiter un animal. Immédiatement,
Tiger se lève et manque de la frapper, pensant à un animal, mais il réalise que c'est Hélène et il s'excuse. Plus tard, Tiger et son groupe s'assoient pour un délicieux festin, Tida leur servant toutes sortes de plats. Il leur dit qu'ils doivent encore se rendre à Artésium, bien qu'ils n'entreront pas dans la ville même. Il prévoit de passer sous Artésium, par l'extérieur des murs, afin de valider la lignée de Régine. Ils réalisent que s'ils peuvent prouver sa lignée royale, ils pourront rallier les citoyens de Bruin à leur cause et exposer les méfaits du duc Ternardius et de Gaéliane contre le royaume. Régine raconte alors ce que son père lui a dit au sujet du sanctuaire. Ce sanctuaire, connu sous le nom de grotte sacrée, est l'endroit où le fondateur de Bruin a reçu la connaissance divine nécessaire à sa création. Il possède 3 entrées, une dans le quartier central d'Artésium, une autre, située au sud-est, dans le temple de la déesse Massilia, et la dernière au nord-est, près du cimetière public. Celle du temple de Massilia est la plus proche. Tiger dit qu'il accompagnera Régine au temple, mais son vieil attendant, Bertrand, supplie de pouvoir les accompagner car il vieillit et sait que cela pourrait être l'une de ses dernières occasions de servir Tiger avant sa fin de vie. Tiger l'autorise, à condition qu'il se retire si la situation devient dangereuse. Voyant cela, Hélène propose d'y aller également, ignorant complètement les mises en garde de Lim et Mila de se comporter comme une guerrière et de préserver sa dignité, et ordonne à Lim de rassembler une équipe de 5 autres personnes robustes pour servir d'escorte. Tiger l'accueille, à condition qu'elle assure sa propre sécurité et celle de la princesse par la suite. Le lendemain matin, Tigre, Régine, Élan et quelques gardes arrivent au temple, qui est en réalité une petite construction à peine debout. À l'intérieur, Régine ouvre la lourde porte avec l'aide des gardes, et il pénètre dans le tunnel souterrain par un escalier menant à la grotte. Tigre remarque que le tunnel est frais, et suggère qu'il a pu servir de passage secret. Régine ajoute qu'il s'agissait autrefois d'un lieu de refuge pour les familles qui régnaient sur la région. En chemin, il découvre des illustrations de dragons sur les murs. Autrefois, les dragons étaient considérés comme les seules créatures capables de nuire à un dieu. Élan conteste cette légende, car le fondateur de ZHCTED était soi-disant l'incarnation d'un dragon. Selon Régine, les dieux négociaient parfois avec les dragons et ne les combattaient pas toujours. Leur légende raconte que les 3 déesses piliers furent créées pour servir les dragons. La narration terminée, Régine indique que la présence de ces illustrations signifie qu'il se rapproche de la grotte. Cependant, en arrivant au lieu saint, il voit le duc Nardir les attendre déjà. Nardir appelle Régine par son vrai nom, et avoue connaître son secret et souhaiter sa mort. Il dégaine alors son épée, pour la tuer. Immédiatement, Bertrand l'entraîne et la conduit en lieu sûr, tandis que les gardes s'affrontent de l'autre côté. Nardir ordonne à son second, Stade, de poursuivre la princesse, puis Élan dit à Rurik de s'occuper des hommes en contrebas, avant de gagner un point plus élevé où Nardir se trouve et l'attaque. Il croise le fer jusqu'à ce que Nardir la désarme et la mette à terre avec sa lourde épée à 2 mains. Rurik et Tiger s'efforcent de repousser les gardes en contrebas, jusqu'à l'arrivée spectaculaire de Stade, lourdement armé. Rurik se précipite sur lui, mais ne parvient pas à lui porter un coup significatif, et même lorsque Tiger décoche une flèche sur la tête de Stade de loin, celui-ci la bloque avec sa main protégée. Stade loue les exceptionnelles compétences de tireur de Tiger, car il a réussi à viser sa tête même. Dans un environnement faiblement éclairé, avec de nombreux gardes sur son passage. Stade ordonne aux autres gardes de dégager, car il n'est là que pour affronter Tigre et la princesse Régine. Plus haut, Nardir et Élan s'affrontent, et il est surpris par les exceptionnelles aptitudes martiales d'Élan compte tenu de son âge. Élan lui répond toutefois par une remarque acerbe, lui reprochant de se battre contre des filles de son âge. Leur combat semble indécis, mais soudain, la caverne commence à s'effondrer sur eux. Nardir ordonne à ses hommes de battre en retraite, mais Stade les approche sans hésiter, alors Tigre demande à Rurik de protéger Bertrand et Régine, puis il s'enfuit avec eux. À cause des tremblements de terre, Tigre est incapable de viser Stade, qui se rapproche rapidement et le frappe violemment de son épée jusqu'à ce que Tigre tombe. Élan revient pour le secourir, mais des rochers bloquent le passage. Il aurait reçu un coup fatal si Bertrand ne s'était pas interposé pour protéger Tigre. Stade est enseveli sous des rochers. Tiger perd connaissance. À son réveil, il découvre Stade mort et, par bonté, lui couvre les yeux. Il cherche immédiatement Bertrand et le trouve grièvement blessé, perdant beaucoup de sang. Le vieil homme confirme que Tiger est indemne et se réjouit qu'il n'ait pas sacrifié sa vie en vain. Il le remercie d'avoir été un chef si courageux et compétent. Se remémorant les bons moments passés du temps où le père de Tiger était vivant, il avoue qu'il n'était pas certain que Tiger puisse gouverner l'Alsace à un si jeune âge, mais que le jeune homme a dépassé toutes ses espérances. Bertrand dit être heureux de laisser l'Alsace entre ses mains et lui demande de veiller sur Tida.
La main de Tiger dans la sienne, le vieil homme succombe finalement à ses blessures. Entre-temps, Elan conduit les autres vers la grotte sacrée pour secourir Tiger, mais de loin ils aperçoivent une énorme explosion et accourent. Arrivés sur place, ils trouvent Tiger à terre, sans défense. Elle va le chercher et le réprimande pour l'inquiétude qu'il lui a causée, mais en arrivant auprès de Bertrand, elle le trouve mort et demande des cordes pour sortir de là. Plus tard, Elan et les autres évoquent les nombreux sacrifices de Bertrand pour Tiger, qu'il a instantanément considéré comme son enfant. Les sacrifices de Bertrand, depuis sa traversée de la frontière à sa recherche jusqu'à ce qu'il mette sa vie en danger pour lui, n'ont pas cessé. Dans un état de profonde tristesse, Tiger se remémore les événements de la grotte. Lorsqu'il était piégé, Tiger tira une flèche avec toute la puissance de son arc, et les rochers au-dessus furent étonnamment pulvérisés. C'était incroyable, et à cet instant, il comprit qu'il maîtrisait enfin pleinement la puissance de son arc. Malheureusement, la vue du corps sans vie de Bertrand gâcha ce moment de triomphe, et Tiger fondit en larmes. De retour au camp, Tida l'observe désespéré tandis qu'il pleure Bertrand. Elan entre alors dans sa tente pour lui parler. Elle demande à Tiger quels sont ses projets, mais étant donné son état, il lui répond. Retourner le lendemain. Elan lui dit qu'elle ne lui permettra pas de prendre une décision précipitée, et lui propose donc plusieurs options. Elle lui dit qu'il peut quitter la guerre et négocier avec leur ennemi selon certaines conditions, mais Tiger s'inquiète de la façon dont elle compte réaliser ses propres plans, mais elle lui rappelle qu'elle est une guerrière et qu'elle entend prendre chaque décision avec fierté. Elan lui explique qu'elle a été mercenaire, sans abri, et a perdu de nombreux amis au combat, si bien qu'elle a appris que la seule chose sur laquelle elle pouvait compter était sa fierté, ce qui lui a appris à être fidèle à elle-même. Ce discours encourage Tiger et il décide de faire de même. Il se réjouit et s'approche de Tida, s'excusant de l'avoir inquiété et l'assurant qu'une fois tout terminé, ils retourneront en Alsace et donneront à Bertrand des funérailles dignes de ce nom. Tida fond immédiatement en larmes dans ses bras et il la réconforte. Plus tard, Elan révèle ses véritables intentions, au-delà de l'amour, pour former une alliance avec Tiger. Elle lui fait comprendre que les Moisinuliens veulent conquérir Brune Sud à cause de son port. Grâce à cette connaissance, elle souhaite relier l'Alsace à son royaume, l'Etmeritz, par une route commerciale traversant les Vosges. C'est une solution alternative à la guerre pour sauver l'Alsace, et une occasion pour elle de s'enrichir. Elan croit que Tiger est un leader assez compétent pour mener à bien ce projet et maintenir l'harmonie entre les deux régions. Le lendemain, le premier ministre de Brune, Baudouin, arrive pour les informer que le roi s'est remis de sa maladie et que le duc Ganelian a été démasqué pour l'avoir empoisonné. Baudouin demande à Tiger de révéler ses véritables intentions concernant Brune après avoir conquis leurs points faibles, auquel Tiger répond qu'il souhaite seulement assurer la sécurité de l'Alsace avant de retourner à sa situation précédente en Zéchéchen. Cependant, si la sécurité de l'Alsace en tant que région du royaume de Brune ne peut être assurée, Tiger envisagera son intégration au sein du Zéchéchen. Convaincu par les paroles de Tiger, Baudouin les autorise à se hâter vers la capitale pour voir le roi, car le poison a fait son œuvre et il ne lui reste probablement plus beaucoup de temps à vivre. Sur leur route vers la capitale, le duc Thénardier les intercepte avec son armée dans les terres sauvages de Mireville. Son armée combat plus maladroitement qu'avant car Stade n'est plus là pour la diriger, et Thénardier étant absent, ils sont comme des moutons égarés. Pendant la bataille, Régine partage ses inquiétudes avec Macha concernant sa succession au commandement suprême, en présence d'un leader plus compétent comme Tiger. Cependant, Macha la rassure en lui expliquant que la bataille qu'elle livre est pour lui permettre d'arriver saine et sauve à la capitale, car elle seule est apte à régner sur la ville. Après un moment, Tiger retrouve Thénardier et lui demande pourquoi il a attaqué Alsace. Thénardier explique ses motifs égoïstes, qui découlent essentiellement d'un différend personnel avec Zichet pour empêcher toute ingérence dans les affaires de Brune. Il dit qu'il aurait idéalement réduit les terres en cendres, mais qu'il n'y est pas parvenu. Écoutant les raisons égoïstes de Thénardier, Tiger jure de ne jamais lui pardonner, et le duc affirme également qu'il ne lui pardonnera jamais d'avoir causé la perte de Zion. En colère, Tiger tente de tuer Thénardier en utilisant la puissance ultime de son arc, mais voyant la rage dans ses yeux, Allen le ramène à la raison et l'exhorte à ne pas recourir à la haine pour atteindre ses objectifs, et à cesser de dépendre des pouvoirs magiques de son arc. Comprenant qu'elle disait la vérité, Tiger se calme et s'approche calmement du duc, ne prenant qu'une seule flèche, jetant les autres à terre. Cela surprend Thénardier, qui se demande comment Tiger compte le tuer avec un seul tir. Thénardier se rue sur Tiger, épée à la main, et au même moment, Tiger décoche sa flèche, après avoir imploré l'aide de la déesse du vent et des tempêtes. La flèche transperce le front du duc, le tuant instantanément, marquant ainsi la défaite de Thénardier. Les jeunes filles sont surprises qu'il n'ait pas emprunté la magie de l'épée d'Allen ou de la sienne,
ce qui signifie qu'il a réalisé cet exploit uniquement grâce à son talent, le vent étant de son côté. Après leur victoire, Tigre, la princesse Régin, Élan, Mila, et les Stormtroopers de la Météore d'Argent reçoivent un accueil triomphal des habitants. Dans la voiture royale, il se sent mal à l'aise assis à côté de la princesse et vêtu de vêtements qui ne sont pas ses haillons habituels. Tida est assise en face d'eux, et elle est, bien sûr, jalouse de ne pas être celle assise à côté de lui. Lorsqu'il rencontre le roi, il trouve également Sophie. Le roi présente ses excuses à Régin pour avoir manqué à ses devoirs de père et de roi de leur royaume. Il remercie Tigre pour les sacrifices qu'il a faits pour le royaume et lui demande de nommer sa récompense. Tigre demande un morceau de terre, Agnès, qui était la cité portuaire que Muaznol voulait conquérir. Le roi lui accorde cela, entre autres, et signe les documents officiels pour confirmer sa promesse, avec la princesse Régin comme co-signataire, signifiant qu'elle est désormais officiellement l'héritière légitime du trône. Finalement, le roi honore Tigre du titre de chevalier de la Lune, ce qui surprend Badoun car ceux qui reçoivent un tel titre deviennent généralement rois de Brune. Peu après, le roi décède paisiblement. Plus tard, comme Hélène l'espérait, elle et Tigre commencent à collaborer pour unir l'Alsace et l'Ethmuret par une route commerciale.